C'est l'État qui peut organiser la rencontre entre plusieurs composants d'une nation. Et donc, il faut que nos États travaillent à organiser cette rencontre entre le système ou le secteur éducatif et le secteur de l'emploi. Parce que ceux qui éduquent fondamentalement pour que les gens puissent travailler. Au-delà du fait d'être un bon citoyen, c'est aussi pour que les gens puissent travailler. Et les systèmes ne se parlent pas assez. Si on a le secteur privé, le secteur professionnel qui parle régulièrement au secteur d'éducation, le secteur d'éducation va comprendre, est-ce que d'abord les gens qui sortent de leur système sont de bonne qualité? C'est quoi leur niveau? Qu'est-ce qui manque à leur niveau? Le système éducatif sauront quels sont les métiers qui vont être de moins en moins demandés et quels sont les métiers qui vont être de plus en plus demandés et quels sont les types de formations qui sous-tendent ces métiers demandés ou moins demandés et comment est-ce qu'on ajuste. Mais ça, c'est l'État qui peut organiser cette rencontre entre ces deux secteurs de la nation. Bienvenue encore à Éducation. Nous sommes en train de parler d'inadéquation formation-emploi avec le Dr Abou Gomez, représentant résident du FMI au Gabon. Et donc, nous avons dans les précédents épisodes parlé de la notion d'inadéquation formation-emploi. Nous avons défini, nous avons présenté ces différents aspects dans nos pays. Et après, nous avons abordé la question des solutions en parlant bien sûr de la responsabilité des diplômés, donc des apprenants. Aussi, nous avons parlé de la possibilité de pouvoir intégrer des écoles prestigieuses et la notion de se préparer. Et dans le troisième épisode, nous avons abordé la question des institutions de formation. Comment est-ce que ces institutions-là pourraient elles-mêmes travailler pour être davantage compétitives et apporter elles aussi leur pierre à l'édifice dans ces solutions-là pour vraiment résorber la question d'inadéquation formation-emploi. Et nous avons vraiment, dans le cas des institutions, parlé aussi des alumni. Comment est-ce que les anciens peuvent venir renforcer les institutions dans cette lutte-là contre l'inadéquation formation-emploi. Alors, nous allons maintenant aborder, je dirais, le plus gros point qui est la question de l'État. Parce que je me dis, un système éducatif, la plupart des solutions que nous avons apportées restent des solutions soit de court terme, soit de moyen terme. Et pour moi, je trouve qu'il y a vraiment nécessité de revoir toute la structure éducative dans nos pays. Et s'il y a une personne morale qui peut aborder cette question-là, c'est la notion de l'État. Alors, dans cette dernière partie, nous allons parler de comment est-ce que nos États peuvent s'organiser pour réellement résoudre la question de l'inadéquation formation-emploi. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place vraiment pour restructurer le système éducatif de nos pays? Merci pour la question. Je pense que il faut déjà rappeler un tout petit peu le contexte. Le contexte dans lequel se trouvent nos États est un contexte qui est difficile. Nous avons, je l'ai dit précédemment dans un des podcasts, nous avons une population qui croît très vite. Une population qui croît à 2,7% par an. C'est 30 millions de gens ajoutés chaque année en Afrique subsaharienne. C'est énorme. Et l'État doit d'abord construire des infrastructures éducatives pour abriter ces gens, pour leur donner une formation. Il doit recruter du monde pour former ces gens. Dans un environnement où nos États ont eux-mêmes déjà des défis de finances publiques, de budget, de dette très importants. À partir de là, il faut comprendre que solutionner cette question va prendre du temps. C'est la première chose. La deuxième chose, la question de l'inadéquation formation-emploi, au-dessus de cette question se pose une question plus grande. C'est la capacité de notre économie à produire d'abord des emplois. Or, la capacité de l'économie à produire des emplois va demander qu'on puisse restructurer nos économies, c'est-à-dire simplement qu'on puisse passer
des économies qui produisent peu d'emplois à des économies qui produisent beaucoup d'emplois ou qui nécessitent beaucoup d'emplois. Donc des économies tournées fortement vers l'industrie et les services ou vers une agriculture, une chaîne de valeur agricole mécanisée. Mais ça aussi, ça demande énormément de moyens de l'État pour construire les infrastructures et attirer le privé. Donc ça, c'est un autre niveau de difficulté. Donc dans un tel contexte, il faut comprendre que l'État aura énormément de difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, c'est le contexte actuel. Mais vous avez un contexte futur. Le contexte futur dans lequel se trouvent nos États, c'est que vous avez la façon dont va vivre nos sociétés ou dont vont vivre nos sociétés qui est en train de changer de façon très drastique. Vous avez l'intelligence artificielle qui va changer nos modes de consommation et de vie. Et vous avez la transition énergétique, donc la course vers les politiques vertes qui vont aussi changer nos modes de vie. Ça va changer le type d'énergie qu'on produit, ça va changer les modes de production de nos usines, de nos industries. Ça va demander d'autres types d'infrastructures et donc ça va demander d'autres types de métiers. Donc c'est dans cet environnement, ce contexte actuel, mais ce contexte futur que se trouvent nos États qui, eux, déjà sont financièrement affaiblis, avec une population qui croît très vite. Donc c'est un contexte très difficile. Ayant situé le contexte, il y a quelques éléments que l'État peut faire. La première chose, c'est qu'il faut que nos États puissent garder les yeux rivés vers le futur. Parce que c'est bien de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais si vous ne résolvez pas les problèmes de demain aujourd'hui, vous serez toujours en train de résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Parce que le futur sera aujourd'hui à un certain moment donné, et les problèmes du futur que vous n'avez pas résolus aujourd'hui, vous serez en train de les résoudre dans le futur. Donc vous serez toujours en train de résoudre aujourd'hui des problèmes d'aujourd'hui. Et ça, c'est essentiel pour que nos États puissent prendre cette perspective, planification, les yeux rivés sur le futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui découle de cette première chose-là, c'est rendre nos institutions académiques beaucoup plus flexibles dans leur capacité à ajuster les programmes de formation. Les programmes de formation ne s'ajustent pas rapidement dans nos pays. Et ça, c'est l'État qui bloque ou, je veux dire, c'est quoi le relationnel entre la flexibilité euh, des institutions et puis je veux dire, l'État? Parce que l'État, à la fin de la journée, est en charge de la politique d'éducation dans le territoire dont il a la charge. Donc, c'est l'État qui peut dire, je veux que euh, au cycle du lycée, que tous les enfants qui sortent du lycée aient déjà touché un ordinateur. Ça, c'est l'État qui peut décider de ça et qui peut en faire une obligation. Alors, les institutions individuelles, les institutions académiques à un niveau individuel peuvent faire cela. Mais si vous voulez un mouvement d'ensemble qui touche tout le monde, c'est l'État qui peut impulser le mouvement d'ensemble en exigeant cela et en donnant les moyens de cela. Donc, la capacité à adapter les programmes de formation, ça passe aussi par une intervention de l'État. Mais ça passe aussi par des critères euh, pour pouvoir décider qu'une formation en est une. Donc, ça demande que l'État ait un œil plus approprié sur le contenu de formation parce que moi, ici, je suis en train de parler d'adapter le contenu des formations aux exigences des emplois du futur ou aux exigences de l'évolution économique. Mais il y a des formations aujourd'hui qui ne forment même pas aux standards requis par la formation. Je suis en train de dire dans un premier temps que peut-être qu'il faut former moins d'assistantes administratives et former plus d'ingénieurs. Mais il y a aujourd'hui des écoles qui forment en assistant administratif, mais sans même atteindre le standard minimum d'assistant administratif. Mais ça demande que l'État soit capable de s'assurer de la qualité même de la formation et de s'assurer qu'est-ce qui peut rester ouvert comme école, parce que cette école donne de la formation de qualité, et qu'est-ce qui ne peut pas rester ouvert comme école, parce que cette école n'atteint même pas le minimum requis pour permettre à l'individu de pouvoir compétir de façon relativement correcte dans le monde professionnel.
Donc, impulser les changements et puis, d'un autre côté aussi contrôler ce qui se fait comme formation et se rassurer que il y a un minimum de restructuration nécessaire qui est faite au niveau des institutions. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels l'État peut intervenir Bon, un autre pour aspect, pouvoir... je pense, j'en ai parlé un tout petit peu. Déjà, je vais prendre des cas très pratiques. Aujourd'hui, vous regardez les statistiques, je ne dirais pas de nom de pays, mais vous regardez les statistiques de nombreux pays en Afrique, il y a de moins en moins de gens qui se forment dans les métiers de la science. Mhm. À partir déjà du lycée, il y a moins de gens qui font les mathématiques et les sciences, alors qu'on sait par définition que les exigences du monde professionnel aujourd'hui et les métiers du futur vont fondamentalement être basés et continuer d'être basés sur la science et les mathématiques. Mais ça relève de la responsabilité de l'État de créer un cadre où on s'assure que vous avez plus de gens, plus d'enfants qui sont orientés vers les métiers de la science. Ensuite, vous avez aussi le rôle de l'État dans la formation des formateurs. Ouais. Si vous avez un secteur éducatif qui n'attire pas les meilleurs, vous ne pouvez pas faire sortir de meilleurs produits. Lorsqu'on parle de l'éducation dans le monde développé, ou Mhm. prenons le cas des meilleurs institutions Ouais. académiques, les professeurs qui y sont la crème de la crème. Si, si. Donc, il faut que l'État crée les conditions et s'assure de recruter les meilleurs dans l'enseignement. Parce que si on ne recrute pas les meilleurs dans l'enseignement, ceux-là ne pourront pas fermer les meilleurs à la sortie. Donc, il faut que l'État travaille à mettre en place un système qui permet d'attirer dans les métiers de l'éducation les meilleurs. Ça, c'est la deuxième chose. Et une fois qu'il les aura attirés, il faut que l'État s'assure de mettre leur formation à niveau et à jour régulièrement. Mhm. Combien de personnes, après être sorties des écoles de formation de formateurs, sont reparties pour des stages de formation ou sont reparties pour des conférences ou sont reparties pour des mises à niveau? Mais l'État doit pouvoir créer un cadre qui rend cela possible. J'aimerais qu'on puisse aller en profondeur sur la question de la restructuration des programmes. On veut changer catégoriquement la manière dont les choses sont faites. Par où est-ce qu'on peut commencer? Parce que moi, je sais que je réfléchis là-dessus. Et d'abord, il y a ça, en fait, il y a le niveau même des formateurs. Parce que si vous prenez des gens qui vont former des chercheurs qui ne savent pas euh, faire des modèles, donc c'est sûr que tous les chercheurs qui sortiront de cette école-là, ils ne pourront pas faire des modèles. Donc, ils sont chercheurs, mais c'est vraiment de la théorie. Ils vont écrire des papiers et tout. Deuxième chose, c'est la notion de par exemple, diminuer le nombre de formations en secrétariat et puis augmenter le nombre de formations en sciences. Ou bien, par exemple, créer des classes préparatoires, davantage de classes préparatoires pour former des ingénieurs, des gens qui vont passer par un moule qui va vraiment les formater. Et diminuer, je dirais, les formations telles que la criminologie, qui sont pour moi des boîtes en fait à créer des chômeurs. Les solutions, on peut les voir parce que j'ai vu plusieurs papiers qui existent et donc des gens qui vont faire des propositions qu'on essaie par exemple de réduire certaines formations pour privilégier d'autres formations, de former les enseignants qu'on a actuellement. Mais concrètement, je vais dire, sur les 5 prochaines années, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État peut mettre en place qui soit faisable, qui soit pratique et qui pourra amorcer ce changement de dynamique là qui contribuera à réduire cette question d'inadéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Et je veux dire, l'exemple, en fait, on pourra l'extrapoler à l'échelle de tous nos pays dans la sous-région. Bon, je pense que ce serait prétentieux de ma part de dire exactement ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. D'abord parce que je ne suis pas de très près les politiques d'éducation en Côte d'Ivoire, Mhm. mais aussi parce que bon, c'est pas, je suis pas spécialiste de l'éducation. Mais je dirais euh,
à un niveau plus général, plus africain, de par ma modeste expérience, je pense que euh, un des problèmes essentiels que j'ai constaté dans nos systèmes éducatifs, c'est le fait que ce sont des systèmes qui ne parlent pas au monde professionnel. Et vous savez, l'État a cette grande capacité, de par sa fonction, d'être un intermédiaire entre plusieurs composantes d'une nation. C'est l'État qui peut organiser la rencontre entre plusieurs composantes d'une nation. Et donc, il faut que nos États travaillent à organiser cette rencontre entre le système ou le secteur éducatif et le secteur de l'emploi. Parce que ceux qui éduquent fondamentalement pour que les gens puissent travailler. Au-delà du fait d'être un bon citoyen, c'est aussi pour que les gens puissent travailler. Et les systèmes ne se parlent pas assez. Si on a le secteur privé, le secteur professionnel qui parle régulièrement au secteur d'éducation, le secteur d'éducation va comprendre, est-ce que d'abord les gens qui sortent de leur système sont de bonne qualité? C'est quoi leur niveau? Qu'est-ce qui manque à leur niveau? Le système éducatif sauront quels sont les métiers qui vont être de moins en moins demandés et quels sont les métiers qui vont être de plus en plus demandés et quels sont les types de formations qui sous-tendent ces métiers demandés ou moins demandés et comment est-ce qu'on ajuste. Mais ça, c'est l'État qui peut organiser cette rencontre entre ces deux secteurs de la nation. C'est l'État. Donc là, il y a un rôle essentiel pour l'État pour pouvoir organiser cela. Maintenant, après, de façon pratique, au cas par cas, est-ce qu'on organise des sessions régulièrement? Est-ce qu'on met en place des comités? Est-ce qu'on fait participer le secteur privé, le secteur public, professionnel à la révision des curriculums? Est-ce que ces curriculums sont révisés chaque 3 ans, chaque 5 ans? Est-ce que on s'assure que dans les écoles de formation des formateurs, il y a des personnes du secteur professionnel qui participent à cette formation? Est-ce qu'on introduit dans les exigences pour entrer dans les écoles de formation des formateurs, est-ce qu'on introduit de nouvelles matières pour pouvoir dans les examens? Par exemple, est-ce qu'on rend la connaissance de l'informatique obligatoire pour tous ceux qui doivent entrer dans les écoles de formation? Lorsqu'on sait que dans même pas 10 ans, une bonne partie de ce qu'on fera devra se faire à l'ordinateur et ne se fera plus au stylo, au papier ou au crayon, mais ça va fondamentalement se faire à l'ordinateur. Est-ce que on introduit comme exigence pour entrer dans une école de formateurs l'anglais comme un minimum requis? On peut ne pas être le meilleur en anglais, mais il faut avoir une connaissance basique de l'anglais pour entrer dans n'importe quel métier de formateur. Donc, ça, c'est à l'État et à son contexte particulier qui aura décidé, parce que je parle d'anglais, mais il y a des écoles, il y a des pays qui sont déjà anglophones. Donc, ça va dépendre. Mais encore une fois, ces mesures ou ces réformes du système éducatif vont découler de cette rencontre continue et très proche entre le secteur éducatif et le secteur du monde professionnel. Et l'État, à un niveau macro, il y a des responsabilités individuelles, on en a parlé dans des podcasts passés, mais l'État, à un niveau macro, peut organiser cela pour que cela puisse générer l'information de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et de qu'est-ce qui peut être fait. À partir de cela, l'intelligence humaine est suffisamment flexible pour dire, bon, voilà l'information qu'on a, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, et sur cette base, voilà ce qu'il faut faire ou voilà ce qu'il ne faut pas faire. Là, si je veux résumer un peu la proposition, c'est vraiment de mettre en place une sorte de partenariat entre le secteur public, entre le privé, donc qui recrute, et puis les institutions académiques. Et donc, que ce Oui, pas partenariat... seulement le privé, le public aussi, parce que l'administration publique recrute. Donc, c'est vraiment le secteur du monde professionnel avec celui du monde académique. D'accord. Et se rassurer qu'au fur et à mesure... Donc,
une sorte d'interaction dynamique qui permet de pouvoir composer au fur et Exactement. à mesure et faire avancer les Exactement. choses. Nous avons pu faire le tour de la question de l'inadéquation formation-emploi dans nos pays. C'est vrai que, comme on a pu le dire aussi dans les précédents podcasts, il y a des solutions de court terme, de moyen terme et de long terme. Chacun à son niveau aussi, que ce soit les anciens, que ce soit les étudiants, les apprenants, les institutions, l'État a un rôle à jouer. Et il y a d'autres aspects qu'on ne peut pas seulement au niveau académique résoudre. C'est vraiment les questions économiques, c'est les questions de politique, de budget et tout. Mais je pense que chacun à son niveau, s'il fait ce qu'il a lieu de faire, on pourra être à même de pouvoir réduire au moins le taux d'inadéquation formation-emploi qu'on a dans nos différents pays. Et là, sur ce, je donc, te laisserai donner euh, comme un mot de fin. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant comme point essentiel de tout ce que nous avons pu dire au cours cette série de podcasts? Et quel est le conseil que tu peux donner, je dirais, beaucoup plus envers les apprenants? Parce que le reste, je pense que on n'a pas forcément grand moyen pour pouvoir les forcer à agir. Non, bah d'abord, je voudrais, avant de faire ma conclusion, te dire merci de l'honneur que tu m'as fait de discuter d'un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que l'éducation a été un élément central dans ma vie, euh, dans mon évolution sociale et professionnelle. Et c'est aussi un élément central pour toute société qui veut se développer. Alors, tu l'as dit, on en a parlé pendant de longues heures. À la fin de la journée, on a trois grands acteurs. On a l'État, on a les institutions de formation et puis on a l'apprenant. Mais puisqu'on est sur le mot de fin, il faut toujours se souvenir que la vie finit toujours par devenir à la fin une question d'équation individuelle. La vie, c'est toujours à la fin une question d'équation individuelle. L'État peut dire on va résoudre votre problème dans 5 ans. Dans 5 ans, si vous avez 35 ans, vous aurez 40 ans, vous avez passé, si vous vivez pour 80 ans, vous aurez déjà fait plus de 5% de votre existence sur Terre. 5 années, c'est beaucoup. 5 années pour un État, c'est rien. 5 années pour une institution académique, c'est rien. 5 années dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, dans beaucoup de questions, je pense dans la plupart des questions qui concernent la vie des hommes en société, beaucoup de ces questions finissent toujours par revenir à une équation individuelle. Donc, ça veut dire simplement, en des termes très simples, vous portez toujours la responsabilité de ce qui va advenir de votre vie. Donc, il y a des choix qu'il faut opérer en attendant que la société s'adapte et résolve les problèmes qui se posent à vous. Vous devez les résoudre d'abord vous-même, toujours. Donc, la responsabilité en premier, ou la prise en charge en premier, doit revenir à celui qui apprend, à celui qui est encore à l'école. Donc, pour ceux qui me regardent, vous avez votre vie, vous êtes en train de passer de nombreuses heures, de nombreuses semaines, de nombreux mois, et de nombreuses années à apprendre. Vous voulez à la fin pouvoir obtenir un boulot ou pouvoir lancer votre propre entreprise et puis construire votre petite vie, le temps que Dieu vous donne à vivre sur la terre des hommes. À partir de là, il faut prendre votre formation au sérieux. Et prendre sa formation au sérieux signifie que vous ne pouvez pas être exclusivement dépendant de ce que vous apprenez pendant les heures de formation ou bien une fois que vous avez fini l'école. La vie, c'est un apprentissage continu. Donc, quand vous aurez fini l'école, vous devez être plus déterminé à apprendre de par vous-même, de façon continue. Et quand vous êtes à l'école, vous devez savoir qu'une fois que vous sortez des heures d'école, c'est véritablement là que le véritable apprentissage commence. Après qu'on vous ait appris le tout petit peu que vous devriez savoir pour commencer à apprendre vous-même. Donc, je pense que ça, c'est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Et soit vous embrassez cette réalité et vous êtes responsable, ou soit vous l'ignorez et elle vous rattrape quand vous sortez de l'école. Donc voilà, je m'arrêterai là et je dirais que ça a été pour moi un très grand plaisir de participer à ce podcast. Merci beaucoup. Et ce fut aussi un plaisir pour nous, je veux dire, de te recevoir dans le cadre de ce podcast.
Parce que C'est un plaisir pour moi.